dira jamais assez, la participation de la femme congolaise dans le domaine de la politique n'est pas encore très satisfaisante, mais du moins, il y a des femmes qui s'intéressent de plus en plus à ce secteur qui n'est pas du tout aisé pour la femme congolaise. Aujourd'hui, nous avons un profil à vous présenter. Il s'agit de Maître Arlette Odia. Elle est avocate au barreau de Kinshasa et de Kisangani. Elle est également présidente d'un mouvement patriotique, on peut le dire ainsi, collectif pour le développement et l'unité du Congo, CDUD. C'est ça, madame? C'est ça. Bienvenue sur ce plateau de l'émission Femmes. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Femme avocate, aujourd'hui, un peu avec cette casquette de femme politique, on vous a aussi vu ou vous êtes révélée au grand public lors du procès 100 jours. Vous étiez avocate de Jamal, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, comment vous vous retrouvez dans la politique? Merci. Moi, j'ai ma passion pour la politique, c'est depuis toute jeune. Hein. Déjà, avant de finir mes études aux humanités, j'ai fréquenté déjà quelques partis politiques qui étaient dans les environs de notre maison. Je vais citer le CODEF, par exemple, le Congrès des démocrates fédéralistes à l'époque. J'étais encore tout jeune, mais j'étais vraiment attirée par la politique. Après, je suis allée dans un autre parti, ADECO, Alliance des démocrates congolais, et j'ai fréquenté toujours un peu à titre de curiosité. Mais après mes études aux humanités, je suis allée à l'UNIKIN. Là, je me suis mise vraiment dans la gestion de la cité à travers le fait que j'étais maire générale du Déjà Home. avec ce sens de leadership qui bougeait en vous. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Et depuis, à partir de la 3e jusqu'en 2e licence, j'étais successivement maire général adjoint et maire général du Home 80 à l'UNIKIN. Et dès là, je suis allée commencer ma profession d'avocat à Kisangani. J'ai fait 4 ans. J'ai prêté mes 2 serments sur place jusqu'en 2016, quand je regagne Kinshasa. J'intègre le cabinet du ministre de la Défense nationale et ancien combattant et réinsertion, où j'assume les fonctions de chargé d'études des questions juridiques. Et après... Pas évident pour un grand cabinet comme ça. Oui, mais j'ai su le faire, bien sûr, sur la supervision du conseiller juridique. Actuellement, c'est lui qui est le premier président de la Haute Cour militaire, le général Mutombo, que je salue au passage. C'est avec lui que j'ai pu combler maintenant, lier l'utile à l'agréable, donc la formation et la théorie et la pratique. La théorie et la pratique, les temps que j'ai passés dans l'apprentissage du métier d'avocat, et ensuite c'est lui au cabinet de la défense. Ça fait un tout qui aujourd'hui m'amène activement en politique. Vous venez dans un monde où l'on sait que ce n'est pas facile pour la femme. Vous venez avec quelle idée? Vous venez avec quelle appréhension? Vous venez avec quel objectif en fait? L'objectif, c'est d'abord celui de servir l'intérêt général, mais surtout avec honnêteté. Aujourd'hui au pays, l'impression que l'on a, c'est que faire la politique, c'est être malhonnête, avoir la facilité de lancer... Être voleur, il faut les dire. Voleur, avoir la facilité de lancer des injures, des invectives contre les adversaires, les partenaires politiques, quand les intérêts ne convergent pas. C'est tout à fait faux. Vous n'allez pas faire autrement. Et mon souci, je ferai autrement, moi, pas seulement moi, mais avec tout mon groupe, les collectifs pour le développement et l'unité du Congo, c'est du CONSIG. On se bat pour faire la politique autrement et essayer de faire extirper de notre politique les vieux mots. Dans ce domaine de la politique, justement, on a vu des coups bas contre les femmes qui sont devenues d'ailleurs publiques, où on a compris que c'est parce que c'est une femme que les hommes se sont comportés comme ça pour lui rendre compte. Pensez-vous que cette manière d'agir des hommes vaut encore la peine en ce jour où, dans certains pays, on a des premiers ministres femmes, on a des femmes présidentes, on a des femmes qui assument des hautes responsabilités et sans problème? Est-ce que les Congolais
comprend réellement ce que la femme devrait apporter dans ce domaine de la politique? Je vais un peu décevoir certains. Je pense que l'engagement n'est pas vraiment au niveau où il devait être. L'engagement de la femme? Oui, l'engagement de la femme. Pour ça, je veux dire que les difficultés, il y en a autant pour l'homme que pour la femme. Même si à la femme, on exige un peu plus, mais on doit reconnaître les difficultés, c'est pour tout le monde, tout être humain. Et vous verrez que l'homme en train de se battre et un engagement sincère, un grand enthousiasme, contrairement à la femme, bon, elle est intelligente, elle s'adonne, elle est un peu partout aujourd'hui, mieux qu'hier, mais cet engagement, par exemple, de créer des partis politiques, de créer des grands mouvements politiques, c'est ces choses-là qui peuvent vous amener aux hautes fonctions. Vous ne pouvez pas être une présidente de la Ligue des femmes, par exemple, un secrétaire général adjoint dans un parti politique et penser devenir un premier ministre. Non, ça, c'est pas possible. Il faut d'abord avoir démontré la capacité de conduire des troupes dans votre structure où vous œuvrez pour accéder à ce fonction. Donc, de ce côté-là, apparemment, vous n'incriminez pas les hommes. C'est plus la femme qui n'a pas suffisamment joué son rôle en prenant la place qu'il faut dans ce domaine-là. Il est vrai que les responsabilités sont partagées parce que la vie, elle est duale. Nous vivons avec les hommes. Autant que nous encourageons les hommes à faire certaines choses, vivant ensemble, les hommes devraient aussi encourager par moment la femme, celle-là qui n'a pas suffisamment de courage, avoir son intelligence, lui dire que tu peux faire mieux. Mais en tant que la femme elle-même, moi je pense que les responsabilités, comme je venais de le dire, elles sont partagées. La femme, elle est déjà aujourd'hui assez ambitieuse en République démocratique du Congo, mais au-delà de l'ambition, il faut y mettre de l'audace, il faut y mettre des grands rêves et penser à des grandes réalisations. Voilà pourquoi vous avez mis en place ce mouvement patriotique. En même temps, vous parlez, j'ai suivi plusieurs fois vos interventions, en même temps, c'est la société civile politique, c'est un mouvement patriotique, c'est une ASBL, je suis un peu confuse. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le contexte dans lequel réellement vous œuvrez? Oui, nous nous sommes donné d'abord la mission de sortir des sentiers bâtis. Les sentiers bâtis, c'est notamment des définitions des concepts dans notre jargon qui n'est forcément pas le vrai ou le bon. Aujourd'hui, quand on veut définir la société civile, pour certaines personnes, ce n'est pas parler des politiques, n'est parler que du social, de l'environnement, de la santé, ainsi de suite. Oui. Alors que ce n'est du tout pas ça. Déjà, du point de vue légal, en RDC, la société civile n'est pas définie par des textes, en dehors de la loi qui parle des ASBL, qui régit un peu la structure. Ça veut dire que quand on veut bien définir la société civile, on peut se ressourcer dans d'autres pays ou aller même sur Internet, comprendre de quoi vraiment il s'agit. La société civile... C'est un groupe de pression oui, sur ceux qui nous gouvernent, évidemment. Justement, le groupe de pression en vue d'obtenir ou d'influencer des décisions en faveur de la communauté, en faveur du peuple. Et ça peut être soit dans le secteur de l'environnement, le secteur de la santé, des droits humains, mais aussi dans le secteur de la politique. Mais cette fois-là, la politique pas vue comme mécanisme d'accession au pouvoir, mais plutôt comme le mode de gestion de la cité. Gestion, oui, de la chose publique. Voilà. C'est ainsi que nous sommes les CEDUC, une structure de la société civile qui a pour centre d'action la politique. Donc nous influençons, nous essayons d'influencer les décisions sur la politique. Dans les buts d'accéder aussi à des postes décisionnels. Non. Au départ, ce n'est pas ça, la vision. Mais ça peut arriver que Maître Arlette Odia soit candidate députée tout en étant cette casquette de membre de la société civile politique, que vous avez d'ailleurs conçue comme ça. Oui, je vais dire oui et non. Oui, parce que ça va dépendre de circonstances du moment. Si après avoir mené ce combat-là et que l'opinion, parce que c'est le peuple qui donne le mandat,
estime qu'on peut exercer, on peut par exemple postuler comme député national ou provincial, on le fera parce qu'on aura déjà eu l'assurance du peuple. Mais quand je dis non, c'est que la loi électorale que nous avons aujourd'hui prévoit la notion des seuils. On ne peut pas être indépendant et espérer obtenir un siège à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous pouvez bien œuvrer comme dans la société civile et à un certain moment, vous serez obligé soit d'adhérer dans un parti politique, même soit d'en créer, soit d'en créer pour pouvoir répondre à cette exigence des seuils prévus par la loi. Ça veut dire que ce ne sera alors pas une surprise que dans les jours à venir, que je me présente comme député national, candidat député national ou provincial, mais tout va dépendre et des circonstances et de l'assurance que le peuple nous aura donnée. Tout ce qu'on sait par rapport à ce qu'on a vécu ici au Congo, la politique est dynamique, les alliances se font et se défendent, ça dépend des intérêts des uns et des autres. Donc si vous avez cette ambition, vous aurez les moyens. Je sais que vous aurez les moyens pour y parvenir. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes un groupe de pression, je peux le dire ainsi, par rapport à ceux qui nous gouvernent, pour les intérêts de la communauté. Qu'est-ce que vous reprochez d'abord, ou si vous était demandé de mettre en exergue votre plan d'action par rapport à CEDUC, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Notre société aujourd'hui, elle regorge beaucoup de maux en son sein. Il y en a de diverses natures. Certains sont par moments négligés et minimisés, alors que ça peut vraiment amener le pays dans la déroute et dans le chaos. Vous allez prendre par exemple les conflits des générations. À un certain moment, la jeunesse qui arrive, ou même on va parler de renouvellement de la classe politique. L'explication qu'a l'opinion, c'est celle de dire que les vieux doivent partir pour laisser la place aux jeunes. Alors que nous, au CEDUC, nous combattons cette façon de voir les choses. C'est quoi le renouvellement de la classe politique? Pour nous, bon, c'est avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire les choses. Enlever par exemple la malhonnêteté. Mais cette nouvelle façon de faire les choses prend en compte aussi l'aspect générationnel. Pour nous, ça ne devrait pas être le cas. Parce que les vieux, ils ont une expérience que les jeunes n'ont pas. Une expérience qui aurait failli. Et les vieux n'ont peut-être pas la force physique et l'endurance qu'a la jeunesse. Et mise ensemble, et l'expérience des plus âgés et la force, la vigueur de moins âgés, ça va donner quelque chose de très bon pour le pays. C'est ce que nous pensons. Ça sera un cercle vicieux. On va revenir sur les mêmes idéologies. Et je pense qu'on n'en a même pas dans nos partis politiques ou dans même ces groupes de pression. On va revenir sur... Ça sera un cercle vicieux. Sur ce plan-là, les vieux qui nous ont dirigés ont fait preuve de leur capacité en même temps de leur faiblesse. Donc, si vous parlez de renouvellement de l'intelligence, en mettant pas en exergue ou en ne prenant pas en compte l'aspect générationnel, on va tourner en rond. Ça sera le même modus operandi, ça sera la même chose. C'est pour cette raison que nous pensons que les jeunes et les vieux ensemble doivent conjuguer ensemble. Et chaque génération aura un apport spécifique. Non, je ne pense pas. Et dans tous les partis politiques, vous y trouverez les ligues des jeunes. Je ne pense pas que ce sont les vieux qui constituent ces ligues des jeunes. Et quand le vieux, mettons-les comme ça entre guillemets, ont créé ou prévu qu'il y ait une ligue des jeunes dans les partis politiques, ça veut dire qu'ils ont déjà créé de l'espace pour la jeunesse. Pour quel rôle au finish? Mais tout dépend de comment le dynamisme du jeune qui est en face sont les résultats qui et son efficacité. Ben, quand le jeune est attentionné, il essaye d'observer de quelle manière les aînés ont géré, là où ils ont dû faillir, là où ils ont dû réussir, et ce sera une Macédoine profitable à la nation. Vous aviez parlé de votre conception à vous par rapport au renouvellement de la classe politique. Autre chose? Autre chose, c'est par exemple le respect des textes, le respect des fondamentaux dans une nation. Comme je venais de le dire,
la compréhension qu'a aujourd'hui la classe politique de la nation, de la gestion et de la politique, c'est être un peu malhonnête, être vicieux. Vous faites un engagement politique qui est supposé être secret. Vous venez sur la place publique, vous régnez le tout et vous obligez à votre partenaire ou à votre allié. C'est en fonction des intérêts actuels. Ça dépend de ce qui se présente comme opportunité. C'est ce qui est malheureux. Être politique, c'est d'abord se mettre au service de l'autre, des autres, au service de la communauté. Et on ne peut pas gérer cette communauté sans des valeurs. Au-delà des valeurs républicaines, mais on a aussi besoin de valeurs personnelles, c'est-à-dire des valeurs morales. L'honnêteté dans ce que l'on fait, la considération pour l'autre et le savoir-vivre collectif. Les revendications du peuple, les revendications de la classe politique doivent vous tenir à cœur et vous mettre dans les conditions d'y réserver une suite ou une solution donnée. Mais la classe politique aujourd'hui, surtout la classe politique dirigeante, elle n'a pas trop donné l'impression d'être à l'écoute du peuple, à l'écoute de l'autre. C'est malheureusement dans ces circonstances qu'est né les SEDUC. Ceux qui, comme vous et moi, ont reproché certaines choses à la classe politique alors qu'ils ne faisaient pas encore partie de ces personnes qui gèrent au quotidien la cité, avaient le même langage que vous. Malheureusement, lorsqu'ils adhèrent ou ils prennent certaines fonctions, leur manière d'agir, leur manière de voir les choses change. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête des Congolais? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans une certaine mesure, qu'on puisse un peu durcir les critères pour adhérer à certaines fonctions, à certains postes de responsabilité? Peut-être des gens qui ont déjà eu à avoir de l'argent, par exemple, des gens qui ont l'habitude de manipuler l'argent et qui font montre d'une certaine probité morale, qui sont jugés déjà de manière assez générale. On sait que cette personne-là est honnête. Est-ce que ça ne devait pas faire partie des critères que nous puissions, en tant que société civile, imposer pour changer la donne? Sinon, ça sera la même chose. Les critères sont bons, tels que vous les avez énumérés, mais la chose la plus importante, c'est aussi le leadership de l'autorité suprême. Aujourd'hui, avec l'avènement, par exemple, de l'UDPS au sommet de l'État, on doit le citer parce que c'est le parti présidentiel, on vit une espèce de libertinage. Vous êtes de l'opposition? Dans les sens, non, je suis de la société civile et la société civile, elle joue pratiquement le même rôle que l'opposition, à la seule différence que... Vous êtes de la société civile pro-opposition? Il ne devrait même pas y avoir une société civile pro-opposition et pro-majorité, mais tout cela est dû par le fait qu'il n'y a pas de texte qui organise la structure. Et dans ces conditions, la société civile, comme groupe de pression, ne peut pas être proche du pouvoir, ou sinon c'est transformé en un club de soutien ou en un club d'amis ou un groupe de soutien. Mais quand on est véritablement société civile, surtout dans les conditions où le peuple est en train de crier de la misère, de la faim, du manque de ceci et du manque de cela, la société civile ne peut qu'être proche de ce peuple. Vous parlez de libertinage alors que vous avez été membre actif dans le procès 100 jours en tant qu'avocate de Djamel. Ça faisait partie aussi quand même de certaines actions qui ont montré que l'état des droits a commencé à fonctionner. Ou vous faites partie de la partie lésée qui a vu que ses intérêts n'ont pas été protégés? Il est une chose qu'un procès se tienne et il en est une autre que la bonne justice découle de ce procès. C'est ça aujourd'hui un peu de confusion. J'entends des gens dire qu'il y a état de droit dans ce pays, tout simplement parce qu'il y a des ministres qui aujourd'hui sont arrêtés, poursuivis, des contrôles, ainsi de suite. Oui. Mais ce n'est pas ça qui suffit. D'abord que l'actuel leadership qui est venu au pays n'a pas mis en place une certaine politique de la bonne administration de la justice. Il n'y a pas eu de réformes.
il n'y a pas eu le suivi ou l'application des résolutions des États généraux de la justice. Dans ces conditions, comment pouvez-vous penser que l'administration de la justice a changé aussi longtemps qu'il n'y a pas eu des éléments nouveaux dans l'administration de la justice? Tout simplement de personnes nouvelles, ça ne suffit pas. Et moi, je suis vraiment dans le domaine. Je peux vous dire que l'état de droit, en tout cas dans son volet bonne administration de la justice, n'est pas encore là. Allez-y dans les tribunaux, allez-y dans les prisons. Vous vous rendrez compte exactement que l'état de droit, il est encore absent. Est-ce que vous avez plus des femmes ou des hommes au sein de votre structure? Comment ça se passe? C'est 50-50, hein. C'est 50-50. Mais surtout, moi, je ne sais pas pourquoi, je travaille beaucoup plus avec les femmes, même si ce n'est pas un choix que je me suis imposé, mais les circonstances font que, par exemple, dans mon cabinet d'avocat, il n'y a que des femmes. Jusque-là, dans notre structure, il y a plus de femmes. Oui, c'est une simple coïncidence. Une simple coïncidence. Même dans la structure, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Mais Dieu merci, on se met toujours au travail et des femmes qui ne vous donnent pas des maux de tête? Non, du tout. C'est bien, c'est tout le contraire. Parce qu'il y a des femmes qui se plaignent, qui disent qu'il n'est pas toujours aisé de travailler avec l'être féminin dans un même domaine. Alors là, je vais dire que moi, je ne vis que dans les exceptions. Si on doit partir de ces dictons-là, je vis avec des femmes. On n'a jamais eu de problème de cette nature-là. C'est depuis, je pense maintenant 2 ans que j'ai mon cabinet. Depuis bientôt 1 an que le collectif fonctionne. Mais on n'a pas eu des problèmes de cette nature dans le sens même de nous faire reculer. Bien au contraire, on ne fait qu'avancer. Maître Arlette Odia, aujourd'hui, on parle de la femme congolaise, cette femme qui, malgré les contextes assez difficiles, essaye de pouvoir apporter sa pierre, sa contribution dans le développement de ces pays. Quelle image vous avez de la femme congolaise aujourd'hui, en tant qu'avocate, en tant que actrice de développement aussi, en tant que femme politique, entre guillemets, même si ce n'est pas encore ça? Merci. Si on a quand même des choses à reprocher à l'engagement de la femme en politique, mais dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait le contraire. La femme congolaise, elle est très forte dans l'entrepreneuriat, elle est très engagée. Même si parfois c'est aussi un peu plus dans l'informel. Oui, c'est vraiment de ça que l'on parle. Ces femmes-là que vous rencontrerez, par exemple, aux environs des 4h et 5h du matin, avec des charges sur la tête et au dos pour répondre aux besoins sociaux de base de la famille. Et la femme, elle est très, très engagée. Malheureusement, c'est quelquefois l'encouragement de l'État qui ne suit pas. Vous verrez des femmes qui sont dans l'agriculture, ne serait-ce que demander les conditions minimum pour bien travailler, qui ne sont pas garanties un peu partout. C'est ainsi que le rôle de SEDUC, nous le jouons encore là pour interpeller le pouvoir public, à voir comment accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat, autant celles qui sont dans le secteur formel que celles qui se retrouvent dans le secteur informel. Donc, pour vous, la femme, dans le domaine de l'entrepreneuriat, elle a fait preuve beaucoup d'efforts, surtout dans le contexte congolais. Maître Arlette Odia, je crois qu'on est en train déjà, petit à petit, de pouvoir nous approcher vers la fin de cette émission. SEDUC existe déjà. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous pensez apporter de plus à la femme congolaise à travers cette structure? Déjà, comme je l'ai dit, que les portes, elles sont ouvertes, mais nous ne sommes pas très, très féministes. C'est pour dire que la place, il y en a pour tout le monde. Nous ne sommes pas comme des ONG qui se spécialisent dans les défenses des droits de l'homme. Il y en a au pays, mais nous ne sommes pas l'une de celles-là. Donc pour nous, c'est les portes ouvertes pour toutes les femmes. Nous mettons en valeur les réalisations des femmes. Alors, les femmes qui sont dans notre structure, déjà, elles peuvent se réjouir du fait que la présidente, elle est assez active
ça donne de l'impression que toutes les autres femmes du CEDUC, elles sont autant actives. Déjà, cette promotion de la femme. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est les conditions dans lesquelles les gouvernements ou les dirigeants devraient placer et la femme et le jeune qui veut s'engager en politique. Chez nous, il y a un peu le manque partout. Nous sommes dans un pays où tout le monde manque de tout et à tous les niveaux. Mais si ces gens peuvent tout manquer, ne serait-ce que ne pas manquer la liberté d'opérer un choix, par exemple un choix politique. À ce jour, il n'est pas évident pour un jeune qui veut s'engager en politique d'opérer librement son choix, d'aller soit dans l'opposition, soit dans la majorité. Il suffit que quelqu'un s'affiche comme ayant opté pour l'opposition, vous le verrez, non, mais vraiment écopé de toutes les injures de la planète. Oublions même que c'est à peine qu'il venait de commencer et que les choses qu'on peut reprocher à la majorité d'hier ne lui incombent pratiquement pas, mais le fait tout simplement soit de choisir de s'engager derrière Kabila ou de s'engager derrière Martin Fayulu. Mais pour le pouvoir, c'est comme si tu as commis vraiment une erreur monumentale. Il y a de plus en plus de l'intolérance que vous dénoncez, en fait. Absolument de l'intolérance que l'on dénonce. Ce n'est pas seulement pour nous, ou pas spécialement pour nous, parce que nous savons nous défendre par rapport à cela. Mais c'est tous ceux qui sont, par exemple, dans l'anonymat, qui ne voient pas les choses de la même manière que ceux qui dirigent à ce jour, qui pensent qu'il y a trop de violations et des lois et des libertés fondamentales et des droits des citoyens qui veulent aussi s'engager en politique, mais on ne voit pas, ils ne trouvent pas cette tâche facile. Et nous, en tant que CEDUC, non seulement que nous encourageons cette jeunesse à s'engager et à faire librement le choix, soit d'aller dans la majorité, soit d'aller au pouvoir, mais aussi nous interpellons le pouvoir de favoriser de meilleures conditions pour la promotion et du jeune et de la femme qui veut s'engager en politique. On a vu des partis politiques gérés par des femmes. Je ne voudrais pas être pessimiste, loin de moi cette idée, mais je me rapproche un peu plus de la réalité. Mais ces partis politiques, de manière existentielle, ne font pas long feu. C'est juste une étincelle après ces partis. Lorsque vous discutez avec les femmes, elles vous disent « mais nous, on n'a pas des moyens pour tenir un parti politique ». Est-ce que CEDUC a assez des moyens pour tenir dans le temps? Le premier moyen que nous avons, c'est l'engagement personnel et la détermination. Lorsqu'on commençait, beaucoup de gens étaient pessimistes. Ils n'y avaient pas cru. Ils nous ont donné même des exemples de ceux qui avaient commencé et qui n'avaient pas tenu pendant longtemps. Mais tellement que notre détermination va au-delà de tous les autres manques que nous pouvons avoir, on essaie de tenir. Et tel que nous voyons les choses s'est déroulé, je suis sûre que notre avenir il est très long. On va tenir face aux difficultés, face à l'insulte, parce que c'est aussi ça le prix à payer. Surtout lorsqu'on s'engage, lorsqu'on sort des schémas bâtis, l'insulte, l'intolérance, c'est aussi ça les prix à payer. Mais c'est aussi le rôle des partis politiques. Il n'y a pas d'éducation au civisme dans les partis politiques. Il n'y a pas de sensibilisation. On n'incarne pas des idéaux à nos militants, à vos militants en fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons les résultats que nous voyons au vu et au su de tout le monde. Oui, on n'a pas vraiment des repères. Aujourd'hui, si on doit parler des repères au pays, ce soit des personnes décédées. On vous citera Lumumba, on vous citera Etienne Tshisekedi, on vous citera Musée Laurent Désiré Kabila. Mais parmi les vivants, il n'y en a pas assez. C'est ainsi que j'ai toujours demandé, mais vraiment à qui veut m'entendre, que nous en avons un encore de vivant. C'est l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui a fait preuve d'un grand homme. C'est vrai qu'en ce moment, on peut ne pas le comprendre, mais un jour, on le comprendra.
il a plusieurs fois eu l'occasion de débaucher aussi. Vous savez qu'il a travaillé par exemple avec Gizenga, il pouvait aussi détruire son parti politique. Mais il ne l'a pas fait. Contrairement à aujourd'hui, on voit le pouvoir abuser quelquefois, soit de ses moyens, soit de sa position. Vous avez une dent contre le pouvoir, maître Arlette. Non, mais les partis aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand je vous réponds comme ça, c'est pour avoir écouté les quelques représentants du pouvoir il y a si peu. Regardez comment ils interprètent l'article 101 de la Constitution où dit le mandat obligatoire est nul. Non, ils expliquent ça d'une certaine manière, de sorte que tous les partis politiques sont à ces jours émiettés. C'est un frein contre la démocratie. Joseph Kabila en avait eu l'occasion, mais les partis sont restés soudés. Mais certainement, lui aussi, il est allé d'alliance en alliance. Oui, mais en politique, faire asseoir son pouvoir. En politique, ce sont des alliances qui font asseoir. Mais c'est ce qui a été fait aussi avec l'Union sacrée. Il y a eu même des partis politiques, oui, à son époque, qui ont été dédoublés. Mais ce n'étaient pas des élus. Quand un élu il a un mandat du parti politique, vous n'allez pas en cours de mandat lui demander ou lui proposer des faveurs qui peuvent lui faire changer de camp. Et maintenant, on est dans circonstances où un parti qui est dans l'opposition, qui a ses élus au pouvoir, maintenant la démocratie, elle est en difficulté. C'est votre rôle à vous en tant que société civile. Et c'est ce que nous faisons. Politique, j'ai du mal à le dire, mais je le dis parce que vous nous imposez le concept de jouer votre rôle afin que la démocratie s'installe, même si elle a du mal à s'installer. Oui, elle a reculé de plusieurs pas. Elle a reculé des bases pour que nous puissions garantir l'avenir de nos enfants. Je crois que l'émission est terminée. On peut compter sur CEDUC? Absolument, autant que je compterai aussi sur vous pour toujours nous accompagner. D'ailleurs, comme vous en avez l'habitude, nous allons rester fidèles aux valeurs républicaines, aux valeurs personnelles, aux valeurs morales, parce que nous pensons que les pays en a vraiment besoin pour se développer. Merci, Maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes la présidente de CEDUC, qui est un mouvement patriotique, mais en même temps, elle a expliqué le concept, un groupe de pression aux sociétés civiles politiques. Et l'on souhaite beau vent à ce mouvement et aussi à vous-même par rapport à votre carrière et vos ambitions. On espère vous revoir très bientôt dans cette émission. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs. À bientôt.